Le 15 avril 1945, à 12h30, dans un complexe de grottes calcaires du sud d'Okinawa. Sachiko Nakamura pressait sa fille Yuki, âgée de 8 ans, contre sa poitrine tandis que le son des voix américaines devenait plus fort à l'extérieur de leur cachette. Pendant 3 semaines, elles avaient survécu d'herbes sauvages et d'eau de pluie recueillies dans des boîtes de conserve rouillées. Les côtes de Yuki étaient saillantes à travers sa robe déchirée et ses yeux avaient ce regard vide des enfants qui ont oublié ce que la nourriture signifie. Les émissions de propagande avaient été claires. Les démons américains tortureraient les civils, violeraient les femmes et mangeraient les enfants vivants. Mieux valait mourir avec honneur que d'affronter de tels monstres. Mais quand l'épuisement et la famine eurent rendu le suicide impossible, se cacher devint leur seul choix. De lourdes bottes s'approchèrent de l'entrée de la grotte. Sachiko couvrit les yeux de Yuki, s'attendant à des coups de feu ou pire. Au lieu de cela, une voix américaine calme appela dans l'obscurité en japonais approximatif « Daijobu, tabemono ga arimasu ». C'est bon, nous avons de la nourriture. Pour les civils japonais qui avaient appris à craindre les soldats américains comme des monstres inhumains, le plus grand choc de la défaite ne vint ni des bombes ni des balles, mais du moment où des mains ennemies leur offrirent des barres de chocolat, de la viande en conserve et du chewing-gum, transformant leur compréhension de la guerre et de l'humanité par le simple don de l'abondance. L'île de la famine. Okinawa, début 1945, était devenu un laboratoire de la souffrance humaine, où 300 000 civils se retrouvèrent piégés entre deux armées, se disputant le contrôle de leur terre natale. L'armée japonaise avait réquisitionné toutes les provisions alimentaires disponibles pour les troupes combattantes, laissant les civils subsister avec ce qu'ils pouvaient glaner dans les champs criblés de bombes et les villages détruits. Le régime alimentaire traditionnel d'Okinawa, composé de patates douces, de légumes et de poissons occasionnels, avait disparu tandis que la bataille faisait rage. Les ordres militaires interdisaient aux civils de se rendre aux forces américaines, menaçant d'exécution quiconque tenterait de chercher protection auprès de l'ennemi qui avançait. Les familles étaient chassées dans des grottes et des cachettes souterraines où elles mouraient lentement de faim, tandis que la bataille faisait rage au-dessus d'elles. En avril 1945, les décès de civils dus à la famine et à la maladie dépassèrent les pertes au combat parmi les forces japonaises défendant l'île. Les enfants développaient le kwashiorkor, leurs estomacs distendus par la malnutrition, tandis que leurs membres s'atrophiaient à l'état squelettique. Les adultes perdirent la force de prendre soin de leur famille, et les personnes âgées mouraient en silence dans les coins sombres des grottes où leurs corps ne pouvaient être enterrés convenablement. Le tribut psychologique était tout aussi dévastateur. La faim constante détruisait les liens sociaux, alors que les gens se disputaient des bribes de nourriture. Les parents regardèrent leurs enfants mourir lentement, impuissants. La culture traditionnelle d'entraide communautaire d'Okinawa s'effondra sous le poids de la famine systématique que l'armée japonaise avait imposée à travers ses politiques de guerre totale. La machine de propagande. Les civils japonais à Okinawa avaient été soumis à une campagne de propagande intensive conçue pour empêcher toute reddition et assurer une résistance continue, même après que la défaite militaire fut devenue inévitable. Les émissions de radio, les annonces militaires et les campagnes de bouche à oreille dépeignaient les Américains comme des bêtes subhumaines qui commettraient des atrocités contre tout civil capturé. La propagande mettait l'accent sur la supériorité raciale et présentait les Américains comme des bâtards racialement mélangés, incapables d'honneur ou de clémence. Les enfants apprenaient des chansons sur de courageux soldats japonais combattant des ennemis au visage démoniaque qui mangeaient de la chair humaine et torturaient les prisonniers pour s'amuser. Les leçons à l'école enseignaient que la mort était préférable à la capture par des forces qui représentaient tout ce qui était mal dans le monde. Les chefs de village répétaient les ordres militaires selon lesquels quiconque montrerait un drapeau blanc ou tenterait de se rendre serait exécuté comme traître à l'empereur. Les familles recevaient l'instruction de se suicider plutôt que d'être capturées avec des grenades et autres armes distribuées spécifiquement pour le suicide collectif lorsque les forces américaines approcheraient de leur position. L'endoctrinement systématique créa une terreur qui dépassait la peur rationnelle de l'occupation militaire.
Les civils croyaient littéralement que les Américains étaient des monstres surnaturels plutôt que des soldats humains, rendant tout contact positif apparemment impossible jusqu'à ce que l'expérience directe prouve le contraire. La doctrine de l'abondance. La logistique militaire américaine dans le Pacifique fonctionnait selon des doctrines d'approvisionnement qui traitaient le bien-être du soldat comme une nécessité stratégique plutôt qu'un luxe. Les rations transportées par chaque soldat dépassaient l'apport calorique de la plupart des civils dans le Japon en temps de guerre. Les cuisines de campagne et les dépôts de ravitaillement contenaient des stocks de nourriture capables de nourrir des communautés entières. Chaque soldat américain emportait des rations quotidiennes fournissant environ 3700 calories grâce à des combinaisons de viande en conserve, de chocolat, de café, de cigarettes et de divers aliments préservés. Les rations K et C étaient conçues pour maintenir le moral et l'efficacité au combat grâce à une nutrition abondante qui gardait les troupes en bonne santé et psychologiquement satisfaites, même dans des conditions de combat. Au-delà des rations individuelles, les forces américaines maintenaient des lignes de ravitaillement qui livraient de la nourriture fraîche, des conserves supplémentaires et des articles de luxe comme de la glace et des sodas aux positions avancées. La capacité logistique qui soutenait ces opérations traitait l'abondance alimentaire comme une exigence fondamentale plutôt qu'un privilège spécial, créant des surplus qui pouvaient être partagés avec les populations civiles. Le contraste avec les rations militaires japonaises était saisissant. Les soldats japonais subsistaient souvent de riz mélangé à de l'orge, de légumes occasionnels et de poissons préservés quand disponibles. En 1945, même les rations militaires avaient été réduites à des niveaux proches de la famine, les lignes de ravitaillement japonaises s'effondrant sous l'interdiction alliée et les pénuries de ressources. Premier contact, la révélation du chocolat. Les premières rencontres entre les civils okinawaïens affamés et les soldats américains eurent lieu tout au long des mois d'avril et mai 1945, alors que les opérations de combat passaient du nettoyage des grottes aux tâches d'occupation. Ces rencontres suivaient systématiquement des schémas qui choquaient les deux camps. Les Américains découvraient l'ampleur de la souffrance civile, tandis que les Japonais découvraient que leur présumé ennemi faisait preuve d'une humanité inattendue. Le soldat Tommy Kowalski de Chicago avait combattu pendant 2 ans dans les campagnes du Pacifique avant d'atteindre Okinawa. Son expérience du fanatisme militaire japonais l'avait préparé à une résistance continue. Mais la découverte de familles affamées cachées dans des grottes nécessitait des réponses complètement différentes de celles que l'entraînement au combat avait fournies. « Nous avons trouvé cette grotte avec peut-être 20 personnes à l'intérieur », écrivit Kowalski à sa femme. Des vieux, des femmes, des petits-enfants, tous n'étaient que peau sur les os. Ils avaient si peur qu'ils ne pouvaient même pas pleurer. J'ai ouvert mes rations et j'ai commencé à distribuer des barres de chocolat. Les enfants n'avaient jamais vu de chocolat avant. Ils ne savaient pas quoi en faire. Les barres de chocolat que les soldats américains transportaient représentaient plus qu'un simple bonbon pour des civils qui avaient oublié le goût du sucre. Les barres Hershey contenaient du cacao, du lait et une douceur qui créait des expériences sensorielles que ces enfants n'avaient jamais connues. Pour les adultes, le geste de recevoir de la nourriture de la part d'ennemis censés les tuer défiait toutes les hypothèses sur la nature de la guerre et le caractère humain. La jeune Yuki Nakamura prit sa première bouchée de chocolat avec des mains tremblantes, s'attendant à du poison ou à des ruses. Quand la douceur frappa sa langue, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Elle n'avait jamais rien goûté de tel. Une douceur concentrée qui semblait trop belle pour être vraie, venant de mains censées n'apporter que mort et souffrance. La distribution de spam. La viande en conserve devint une autre révélation qui démontra l'abondance américaine à des civils qui avaient survécu avec de l'herbe et de l'écorce d'arbre pendant des semaines. Le jambon en conserve, le ragoût de bœuf et surtout le spam représentaient des sources de protéines que la plupart des Okinawaïens n'avaient pas vues depuis le début de la guerre. Le sergent Bob Martinez organisa la distribution de nourriture dans le village de Shuri après que les opérations de combat se furent déplacées vers le nord. Sa section avait découvert plus de 200 civils cachés dans des tunnels sous la ville détruite, y compris des familles qui avaient vécu sous terre pendant 6 semaines sans nourriture ni assainissement adéquat.
Le processus de distribution nécessita une gestion minutieuse pour éviter les émeutes parmi des gens désespérés. Martinez établit des files ordonnées où les civils recevaient de la viande en conserve, des crackers et d'autres rations selon la taille de la famille et les besoins médicaux. L'organisation systématique impressionna les villageois qui s'attendaient à du chaos et de la cruauté de la part des forces d'occupation. L'ancien Taro Yamashiro avait été chef de village avant la bataille et comprenait la logistique pour avoir organisé les ressources communautaires en temps de paix. Son observation de la distribution alimentaire américaine révéla des capacités organisationnelles qui dépassaient tout ce qu'il avait vu de l'administration militaire japonaise. Ils avaient plus de nourriture dans un seul camion de ravitaillement que notre village n'en avait vu en un an, témoigna Yamashiro après la guerre. Mais ce qui m'a étonné, c'est comment ils organisaient la distribution. Tout le monde recevait des parts égales, les enfants recevaient des rations supplémentaires, et les malades recevaient des aliments spéciaux pour leur état. Ils nous traitaient mieux que notre propre gouvernement ne l'avait fait. La culture du café. Le café instantané américain offrit aux civils okinawayennes leur premier goût d'une boisson que la plupart ne connaissaient qu'à travers des récits de coutumes occidentales. La boisson amère et stimulante créa des ponts culturels qui transcendaient les barrières linguistiques et démontraient des habitudes américaines qui semblaient à la fois exotiques et généreuses. La distribution de café avait souvent lieu lors de rassemblements en soirée où les soldats américains partageaient leurs rations autour de feux de camp établis dans les villages détruits. Les civils japonais observaient les coutumes américaines de conversation décontractée autour de boissons chaudes, des comportements sociaux qui contrastaient fortement avec la hiérarchie rigide et le formalisme qui avait caractérisé leurs interactions avec le personnel militaire japonais. Madame Hanako Suzuki, une institutrice de Naha, décrivit sa première expérience du café. Le soldat américain a versé de l'eau chaude sur une poudre brune et m'a tendu la tasse. Le goût était amer, étrange, mais réchauffant. Il m'a fait signe de m'asseoir près du feu et de boire lentement. Pour la première fois depuis des mois, je me suis senti comme un être humain plutôt qu'une réfugiée. Le rituel social du partage du café créa des opportunités de communication limitées malgré les barrières linguistiques. Les soldats américains tentaient des phrases de base en japonais, tandis que les civils apprenaient des mots anglais pour merci et s'il vous plaît. Ces échanges linguistiques aidèrent à établir des connexions personnelles qui rendirent possible une coopération continue. Le mystère du chewing-gum. Le chewing-gum présent aux enfants okinawaïens, un concept complètement étranger qui nécessita explication et démonstration. L'idée d'un aliment qui n'était pas destiné à être avalé défiait leur compréhension de l'alimentation tout en fournissant un divertissement inoffensif qui les distrayait de leurs expériences traumatisantes. Les premières rencontres avec le chewing-gum impliquaient souvent confusion et comédie, créant des moments de rire authentiques dans des circonstances où la joie avait semblé impossible. Les enfants mâchèrent brièvement, puis tentaient d'avaler le chewing-gum, menant à des corrections douces de la part des soldats américains qui démontraient de la technique appropriée. Le jeune Jiro Miyagi, 10 ans, reçut son premier morceau de chewing-gum du caporal Danny Walsh, qui lui montra comment travailler sa mâchoire sans avaler. La saveur persistante et l'action mécanique de la mastication fournirent une stimulation sensorielle qui aida à calmer l'anxiété du garçon, tout en démontrant la générosité américaine à partager des articles qui n'avaient aucune valeur de survie, mais procuraient un simple plaisir. Le soldat m'a montré comment faire des bulles, se souvint Miyagi des décennies plus tard. Je pensais que c'était de la magie, faire apparaître des sphères de caoutchouc rose de ma bouche. Les autres enfants se sont rassemblés pour regarder, et bientôt, nous essayons tous de faire des bulles. Pendant ces quelques minutes, nous avons oublié la guerre et avons simplement joué comme des enfants normaux. Les rations médicales. Les fournitures médicales américaines incluaient des aliments spécialisés conçus pour traiter la malnutrition et soutenir la guérison. Ces rations médicales fournissaient des nutriments spécifiquement nécessaires aux civils qui avaient souffert de famine prolongée et de carences vitaminiques. Le caporal James Sullivan, médecin de l'armée, transportait des rations médicales contenant des vitamines concentrées, des suppléments protéiniques et des aliments facilement digestibles conçus pour traiter la malnutrition sévère.
Sa formation incluait des procédures pour nourrir les civils sévèrement malnutris sans causer de complications digestives qui auraient pu être fatales. Vous ne pouviez pas simplement leur donner de la nourriture normale, expliqua Sullivan dans des interviews d'après-guerre. Leurs estomacs avaient rétréci. Leur système digestif ne fonctionnait pas correctement. Nous avions des formules spéciales, de la poudre de lait, des comprimés vitaminés, des aliments qui les reconstitueraient graduellement sans les rendre malades. Les programmes d'alimentation médicale nécessitaient de la patience et une surveillance attentive à mesure que les civils récupéraient graduellement leur capacité à digérer les aliments normaux. Le processus prenait souvent des semaines, mais l'approche systématique démontrait l'engagement américain envers le bien-être civil qui dépassait les obligations humanitaires de base. L'abondance des approvisionnements. Les opérations de ravitaillement américaines à Okinawa démontrèrent des capacités logistiques qui étonnèrent les observateurs japonais, familiers des pénuries chroniques qui avaient caractérisé leur expérience de guerre. Les dépôts de ravitaillement militaire contenaient des quantités de nourriture qui dépassaient tout ce que la plupart des civils avaient vu même en période d'abondance de paix. L'abondance visible dans les zones de ravitaillement américaines défiait les affirmations de la propagande japonaise sur les limites des ressources ennemies et la faiblesse industrielle. Les civils pouvaient observer des entrepôts remplis de conserves, de produits frais acheminés par avion depuis des bases lointaines et des articles de luxe qui semblaient couler sans fin des navires de ravitaillement d'Américains au large. Le sergent-chef Mike O'Brien, superviseur d'entrepôt, gérait la distribution alimentaire pour les opérations du gouvernement militaire qui nourrissait plus de 50 000 civils par jour en juin 1945. Son installation contenait des aliments que la plupart des Okinawaïens n'avaient jamais vus. Fruits en conserve, fromage transformé, pain blanc et produits carnés qui représentaient une transformation industrielle des aliments inconnus dans la cuisine japonaise traditionnelle. Nous avions tellement de nourriture que nous ne savions pas quoi en faire, se souvint O'Brien. Des pommes fraîches acheminées par avion des États-Unis, des pêches en conserve, toutes sortes de choses. Les gens du coin regardaient à nos entrepôts comme s'ils contemplaient des grottes au trésor. Je suppose que pour eux, c'était exactement ce que c'était. La transformation des enfants. La transformation physique et psychologique des enfants okinawaïennes qui reçurent des rations américaines fournit une preuve visible de l'impact qu'une nutrition adéquate avait sur le développement humain. Les enfants qui avaient été apathiques et renfermés commençaient à montrer de l'énergie et de la curiosité à mesure que leur état nutritionnel s'améliorait. Le changement était particulièrement dramatique chez les nourrissons et les tout-petits dont la croissance avait été retardée par la malnutrition. Les préparations pour nourrissons américaines, le lait en conserve et les aliments spécialisés pour bébés permirent une récupération rapide qui étonna à la fois les parents et le personnel médical surveillant leur progrès. Le lieutenant Helen Chang, infirmière, documenta la guérison de douzaines d'enfants malnutris. En 2 semaines d'alimentation adéquate, vous pouviez voir la différence. Leurs cheveux recommençaient à pousser, leur peau s'améliorait, et surtout, ils commençaient à jouer et à rire comme des enfants normaux. La nourriture les ramenait littéralement à la vie. Les changements psychologiques accompagnaient la guérison physique, alors que des enfants qui avaient vécu dans la peur constante commençaient à faire confiance au personnel américain qui leur fournissait constamment nourriture, soins médicaux et protection. Ces relations devinrent souvent le fondement d'une acceptation communautaire plus large des politiques d'occupation américaines. L'échange culturel. Le partage de la nourriture créa des opportunités d'échange culturel qui aidèrent les Américains et les civils japonais à se comprendre comme des individus plutôt que comme des stéréotypes ennemis. Ces interactions commençaient souvent par des gestes simples autour de repas partagés et s'étendaient à des communications plus larges sur les familles, les foyers et les espoirs pour l'avenir. Le caporal Eddie Nakayama, un soldat nippo-américain d'Hawaï, servit d'interprète pour les relations civiles dans le centre d'Okinawa. Sa capacité à parler les 2 langues permit des communications plus profondes qui révélaient les coûts humains de la guerre des 2 côtés. Quand ils ont découvert que j'étais nippo-américain, ils n'en croyaient pas leurs oreilles, se souvint Nakayama. Ils pensaient que tous les Japonais en Amérique avaient été tués ou emprisonnés,
Apprendre que ma famille était saine et sauve à Hawaï, que j'avais grandi américain tout en gardant la culture japonaise, cela défiait tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'Amérique. Les échanges culturels impliquaient souvent le partage d'informations sur la vie en temps de paix, les traditions familiales et les espoirs personnels qui transcendaient les frontières politiques. Les soldats américains apprenaient les coutumes okinawayenses, tandis que les civils japonais découvraient les valeurs familiales et les pratiques sociales américaines qui contredisaient les stéréotypes de la propagande. Le défi administratif. Gérer la distribution alimentaire pour des centaines de milliers de civils déplacés nécessitait des capacités administratives qui démontrèrent la compétence organisationnelle américaine aux observateurs japonais qui avaient subi le chaos de l'effondrement de leur propre gouvernement pendant les derniers mois de la guerre. Les officiers du gouvernement militaire établirent des systèmes d'enregistrement qui suivaient les populations civiles, évaluaient les besoins nutritionnels et distribuaient les ressources selon des priorités médicales plutôt que le statut social ou des considérations politiques. L'approche systématique impressionna les responsables japonais qui avaient lutté avec l'allocation des ressources pendant la phase finale désespérée de la guerre. Le capitaine William Hayes commandait les affaires civiles pour le secteur sud d'Okinawa, supervisant la distribution alimentaire qui atteignit plus de 150 000 personnes déplacées en août 1945. Son opération nécessitait une coordination entre les unités de ravitaillement militaire, le personnel médical et les dirigeants locaux qui aidaient à mettre en œuvre les politiques de distribution. Nous nourrissions plus de gens que ne vivent dans la plupart des villes américaines, rapporta Hayes à ses supérieurs. La logistique était incroyable, suivre les familles, les conditions médicales, les besoins alimentaires spéciaux, mais cela a fonctionné parce que nous avions les ressources et les systèmes organisationnels pour le faire fonctionner. Les repas de la reconstruction. Une fois la famine immédiate terminée et la nutrition de base rétablie, les autorités américaines commencèrent à introduire des aliments qui soutiendraient la reconstruction à long terme de la société okinawayenne. Ces programmes incluaient des fournitures agricoles, des équipements de cuisine et des aliments qui pouvaient former la base d'une production alimentaire locale renouvelée. La transition de l'alimentation d'urgence à une nutrition durable nécessitait d'enseigner de nouvelles techniques de préparation des aliments, d'introduire des ingrédients inconnus et d'aider les communautés à reconstruire leur capacité de production alimentaire indépendante. Le personnel américain travailla avec les dirigeants locaux pour identifier des aliments qui pouvaient être intégrés dans la cuisine traditionnelle okinawayenne. Le lieutenant Dorothy Kim, spécialiste en économie domestique, enseigna aux femmes okinawayennes à préparer des aliments de style américain en utilisant les ingrédients disponibles tout en incorporant des méthodes de cuisson traditionnelles qui rendirent les aliments acceptables pour les goûts locaux. Ces cours devinrent des centres sociaux où les femmes partageaient leurs expériences et reconstruisaient les liens communautaires. « Nous n'essayons pas d'en faire des Américaines », expliqua Kim. « Nous essayons de leur donner des outils pour reconstruire leur vie. Certains aliments américains fonctionnaient bien avec leur style de cuisine. La viande en conserve dans les ragouts traditionnels, la farine pour différents types de pain. Il s'agissait de survie et d'adaptation. » L'impact générationnel. Les enfants qui avaient expérimenté le partage de nourriture américain pendant l'occupation portèrent ces souvenirs tout au long de leur vie, devenant souvent des défenseurs de relations pacifiques entre le Japon et l'Amérique. Les souvenirs sensoriels du chocolat, du chewing-gum et des repas abondants créèrent des associations positives qui influencèrent leur compréhension des relations internationales. Beaucoup de ces enfants poursuivirent des carrières impliquant un contact continu avec les Américains, travaillant comme interprètes, enseignants ou représentants commerciaux dans la relation d'après-guerre qui se développa entre anciens ennemis. Leurs expériences d'enfance de la générosité américaine fournirent des fondements personnels pour la coopération politique et économique. L'impact générationnel s'étendit aux familles où les grands-parents partagèrent des histoires de bonté américaine avec des petits-enfants nés longtemps après la fin de la guerre. Ces histoires orales aidèrent à maintenir les souvenirs d'une époque où les ennemis choisirent de la clémence plutôt que la vengeance et l'abondance plutôt que l'accaparement. Les leçons économiques.
L'abondance que les forces américaines pouvaient se permettre de partager avec les populations civiles fournit des leçons concrètes sur les systèmes économiques qui défiaient la compréhension japonaise de la gestion des ressources et de la capacité industrielle. La distribution désinvolte d'aliments précieux démontrait une richesse qui dépassait tout ce que la plupart des Japonais avaient connu. Les économistes et responsables gouvernementaux japonais qui observèrent les opérations de ravitaillement américaines commencèrent à comprendre la capacité industrielle qui avait permis la victoire américaine. La capacité de nourrir des centaines de milliers de civils ennemis tout en maintenant des opérations militaires révéla une puissance économique que les planificateurs japonais n'avaient jamais correctement évaluée. Ces observations influencèrent les politiques économiques japonaises d'après-guerre qui mettaient l'accent sur la production industrielle, le commerce international et l'abondance pour le consommateur plutôt que sur les dépenses militaires et l'accaparement des ressources. La démonstration de la prospérité américaine devint un modèle pour la reconstruction de la société japonaise sur des bases démocratiques et capitalistes. Le fondement diplomatique. Le partage de nourriture entre soldats américains et civils japonais créa des relations personnelles qui fournirent des fondements émotionnels pour l'alliance d'après-guerre entre anciens ennemis. Les souvenirs de bonté manifestés pendant des moments vulnérables créèrent une confiance qui soutint des arrangements politiques plus larges. De nombreux Japonais qui avaient reçu des rations américaines pendant l'occupation devinrent des défenseurs de l'amitié continue avec l'Amérique tout au long de la période de la guerre froide. Leurs expériences personnelles de la générosité américaine fournirent un témoignage crédible sur le caractère américain qui soutenait les dirigeants politiques promouvant l'alliance occidentale. L'impact diplomatique s'étendit au-delà des relations individuelles à une compréhension culturelle plus large qui rendit possible la coexistence pacifique entre des nations qui s'étaient battues avec une haine mortelle quelques mois plus tôt. La nourriture devint un pont entre des cultures qui avaient semblé irréconciliablement opposées. La transformation achevée. En août 1945, lorsque le Japon capitula, plus de 200 000 civils okinawa recevaient des rations alimentaires quotidiennes de sources américaines. La transformation de la famine à une nutrition adéquate avait été accompagnée de changements psychologiques qui altérèrent les attitudes fondamentales envers l'Amérique et la démocratie. Les enfants qui avaient appris à faire des bulles avec du chewing-gum américain grandirent pour devenir des leaders dans le miracle économique du Japon d'après-guerre. Les personnes âgées qui avaient reçu leur premier goût de café de soldats ennemis devinrent des défenseurs de relations internationales pacifiques. Les mères qui avaient vu la santé de leurs enfants restaurée par la générosité ennemie devinrent des ponts entre les cultures qui construisirent une amitié durable à partir des cendres de la guerre totale. Le choc de recevoir de la nourriture de prétendus démons avait révélé que des ennemis pouvaient devenir des protecteurs, que l'abondance pouvait être partagée plutôt qu'accaparée, et que la démocratie pouvait choisir la clémence plutôt que la vengeance même au moment de la victoire totale. Pour les civils japonais qui avaient été étonnés quand les soldats américains partagèrent leurs rations, cet étonnement devint le fondement d'une compréhension transformée de ce qui était possible quand les nations choisissaient la coopération plutôt que le conflit, l'abondance plutôt que la pénurie, et l'humanité plutôt que la haine. Au final, le goût du chocolat, la chaleur du café et le simple plaisir du chewing-gum accomplirent ce que la conquête militaire seule n'aurait jamais pu réaliser. La transformation de la peur en confiance, de la haine en amitié, et d'ennemis en alliés qui allaient rester unis pendant des décennies de paix et de prospérité, construites sur la mémoire de la bonté partagée dans l'heure la plus sombre de l'humanité.